Merci à tous et bonjour à tous. Alors effectivement, on va intervenir sur les dispensés, c'est-à-dire sur des élèves que l'on autorise à ne rien faire en début d'après-midi alors que tout le monde a mangé. Donc on va essayer aussi de retenir votre attention et de vous réveiller. Alors on a bien noté que le temps imparti était limité. On ne vous cache pas qu'en fait, on pourrait faire une conf de 3 heures. On va essayer de la resserrer sur 20 minutes autour de cette question-là, autour de cet aspect-là. Alors, pour commencer, donc c'est une étude exploratoire. On va en reparler dans quelques secondes, que Patrice a débuté sous l'angle sociologique il y a maintenant environ 1 an, et sur laquelle d'autres collègues se sont greffés. Et c'est aussi le résultat un petit peu de nos réflexions et de nos investigations. Donc, cette question des dispensés, à notre grande surprise, c'est une dimension qui a peu été abordée, notamment dans l'historiographie. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas du tout été abordé, mais la plupart du temps, c'est abordé de manière périphérique, dans certaines thèses de doctorat, dans certains ouvrages, plus rarement dans certains articles. Et en quelque sorte, on pourrait presque dire que c'est presque un point aveugle de l'historiographie, alors que en fait, c'est un sujet qui se situe à l'articulation de plusieurs dimensions. Vous l'avez vu, à la fois les dimensions médicales. Ça questionne un petit peu la place que peuvent avoir d'autres corps professionnels que les seuls profs d'éducation physique au sein de la discipline. Ça interroge aussi la hiérarchie des normes, on y reviendra. C'est aussi une question pédagogique, puisque ça impacte directement l'organisation de cet enseignement. Une dimension disciplinaire, avec tout ce qui touche à la question de la spécificité. Et là, pour le coup, on est quand même au cœur de la spécificité, parce que n'oublions pas qu'on est face à une discipline qui est censée être obligatoire depuis au moins 1880, et pour laquelle on autorise de manière légale des individus, des élèves, à ne pas y assister et à ne pas s'y impliquer. Donc je vous dis, on est au cœur d'un paradoxe qui est quasiment existentiel, et qui dit beaucoup, évidemment, sur ce qu'est l'éducation physique dans l'école française, au moins sur la période qui va nous occuper, des années 45 à nos jours. Vous imaginez bien, 20 minutes, 45 à nos jours, on est un peu ambitieux, je le reconnais. Et également, une dimension sociale qui renvoie à la question de l'utilité de cette discipline et des possibilités qui s'offrent aux enseignants, avec évidemment un accélérateur historique. C'est pour ça que là, pour cet après-midi, on a retenu une période qui va de la pré-seconde guerre mondiale à nos jours. L'accélérateur, évidemment, c'est la mise en examen de l'éducation physique qui va progressivement faire de la dispense un sujet central. Donc au niveau méthodologique, très très rapidement, vous nous excuserez l'aspect un petit peu simpliste. Alors comme je l'ai évoqué au début, vous avez bien compris que c'est une démarche, c'est un travail qui associe à la fois des historiens et des sociologues. Donc on s'est nourri chacun de nos méthodes. Et évidemment, dans ces cas-là, c'est toujours très très intéressant. Alors côté historique, de manière assez classique, j'ai dépouillé les archives nationales. Environ 18 000 documents qui ont été dépouillés pour essayer de distinguer un petit peu cette affaire-là. Alors là aussi, ça peut paraître peut-être surprenant, c'est un sujet qui est compliqué à saisir, à travailler, parce qu'en fait, il y a très peu d'archives qui explicitement portent sur les dispenses. C'est souvent des aspects qui sont très parcellaires, qui sont au sein de rapports, ça fait 2-3 lignes, on évoque rapidement les dispenses et on passe à autre chose. Bref, voilà, c'est quelque chose qui est là, mais qui n'est pas vraiment là, et qui renvoie un petit peu aussi, je trouve, au titre de la journée d'études. Je trouve que ça illustre bien le travail qu'on a essayé de mener.
Alors là, on est vraiment cet après-midi sur la présentation sur des aspects plutôt institutionnels. On a fait ce choix-là pour plein de raisons. Et l'une des raisons, on va être tout à fait honnête avec vous, c'est qu'on est à peine au début de l'investigation des supports pédagogiques qui demandent évidemment aussi à être davantage creusés et qui permettra forcément d'enrichir probablement la réflexion et de donner aussi un certain nombre de précisions complémentaires. Au niveau sociologique, Patrice en reparlera lorsqu'il prendra la parole sur la deuxième partie de l'intervention, mais évidemment, il s'est entouré de toutes les précautions éthiques et déontologiques. Il a créé un échantillon fidèle un petit peu à la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, et il a développé aussi des démarches originales, notamment, Yvon en parlait tout à l'heure, en travaillant sur les témoignages qui transitent par l'intermédiaire des réseaux sociaux et qui sont aussi assez éclairants sur la situation actuelle. Donc, pour débuter, pour essayer un petit peu de positionner cette question, le premier élément, évidemment, c'est que les dispenses, elles vont émerger. La question des dispenses, elle va émerger en tant qu'alerte. Alors, cette alerte, en fait, elle prend comme point d'appui, finalement, le climat général qui caractérise l'éducation physique à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, ça, on le sait tous, c'est assez classique, donc je vais passer très très rapidement. C'est que vous avez une prolifération de discours qui considèrent que l'éducation physique est l'avenir du pays, de la nation, qui est un sujet qui est central, qui est sérieux, avec lequel il ne faut pas transiger, et tous les efforts nécessaires doivent être faits pour créer les conditions d'un déploiement le plus équitable possible. Et inévitablement, forcément, on ne discute pas la légitimité de cette discipline, finalement, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que les instructions ministérielles qui sont publiées en 1945, évoque, ne traite pas, mais évoque la question de la dispense, en soulignant évidemment toutes les précautions nécessaires à l'égard des contenus, et avec évidemment cette volonté de les adapter en fonction des caractéristiques des élèves. Donc finalement, on peut presque considérer que la dispense, à cette période-là, au tout début de la période, au milieu des années 40, se pose sans vraiment réellement se poser. Encore une fois, un autre paradoxe qui nous a quand même interrogé. Alors évidemment, entre cette évidence d'une dispense qui existe, qui est possible, et finalement des non-dits qui vont durer quand même quelques années, en gros jusqu'au début des années 50, le sujet est quand même assez chaotique, ça renvoie aussi à une réalité qui est que l'EPS, en s'attachant davantage au corps qu'au savoir, forcément crée les conditions d'une dispense qui est évidente, mais en même temps, dans le quotidien, évidemment, c'est quelque chose qui interroge les enseignants sans véritablement provoquer des réactions systématiques. Pourtant, indiscutablement, c'est une réalité. Les chiffres ne trompent pas, ils sont même parfois assez désarmants. Alors là aussi, je vous dis, il faut être capable de recomposer les données très très éparses qu'on peut retrouver parfois dans certains documents, à l'échelle de certains établissements, parfois à l'occasion des bilans qui sont faits pour les examens, pour certains examens, etc. Donc forcément, là, ma prétention n'est pas de brosser un tableau exhaustif de l'ensemble des données quantitatives, mais vous le voyez, lorsque par exemple on regarde un petit peu la situation pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle. Près un quart des élèves qui s'y présentent sont dispensés, alors que tout à l'heure, on nous a bien expliqué, on a bien entendu la place de la question de l'éducation physique utilitaire, de la préparation au futur métier. Manifestement, c'est pas de l'ordre là des évidences, et il y a un vrai sujet qui se pose.
On le voit aussi lorsqu'on ajoute à la fois les dispensés de l'enseignement technique en 1954 et ceux qui ne prennent même pas la précaution de justifier leur absence, ils ne se présentent pas à leur convocation, on est quasiment à la moitié des élèves qui ne sont pas évalués au niveau de l'éducation physique. Donc est-ce que dans ce cas-là, on peut véritablement parler d'une discipline qui est obligatoire pour les élèves? Je crois que c'est une question quand même qui mérite d'être posée. Et forcément, mais ça je dirais que c'est moins surprenant. L'ampleur est surprenante, le différentiel est beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est un sujet qui se pose davantage pour les jeunes filles que pour les jeunes gens. Alors là, je vous ai mis quelques données, quelques résultats concernant l'enseignement technique lorsque c'est disponible, parce que parfois il n'y a pas de distinctions qui sont proposées, mais vous le voyez, pour celles et ceux qui passent les CAP d'aide comptable et d'employés de banque, on est sur des différences qui sont plus que significatives. Voilà, c'est pas des différences marginales, c'est des différences qui sont quand même excessivement ancrées à ce niveau-là. Alors, mais vous le voyez avec des analyses parfois pour notamment, on est à Lyon, donc vous allez voir que j'ai retenu à la fois des prises de position de Lyonnais et de Rennais, parce que bon, il faut pas non plus quand même abuser, on va pas faire que du Lyonnais en tant que tel. Et donc cet inspecteur d'académie, lorsqu'il s'adresse au médecin départemental de la jeunesse et des sports, vous voyez, à la fois il est surpris de la situation qu'il manifestement découvre, alors que normalement il est en charge de ces sujets-là, et évidemment s'interroge sur la véracité des raisons pour lesquelles autant d'enfants, autant d'élèves sont dispensés. On a d'autres chiffres sur les années 60, mais sur lesquels je passe parce que, encore une fois, j'ai pas le temps. Les dispensés au niveau du baccalauréat, vous le voyez là sur une quinzaine d'années, lorsqu'on récupère les chiffres, encore une fois, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas les données sur toutes les années, je les ai pas encore trouvées, mais on voit qu'il y a quand même une certaine forme de stabilité du début des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Eh bien, on voit que une sorte de reproduction du phénomène de dispense qui s'implante, qui se met en place et qui finalement évolue assez peu. Alors évidemment, à partir de cet état des lieux, quelle est l'argumentation en fait? Quelle est la rhétorique qui permet d'expliquer les raisons pour lesquelles la dispense est devenue quasiment une habitude, une norme, un élément structurant de la discipline éducation physique qu'on ne trouve pas pour les mathématiques, le français, les langues vivantes ou les sciences naturelles de l'époque, en fait. Parce que c'est quand même ça qui est au cœur du sujet, au cœur du problème. Alors, on pourrait dire, on peut considérer, enfin, nous, on a fait émerger trois arguments, trois catégories d'arguments qui reviennent assez régulièrement. Vous le voyez, le premier argument, c'est que l'EPS, finalement, on perd son temps, quoi. Il y a plus important ailleurs. Donc arrêtons de perdre notre temps et faisons l'essentiel, faisons leur faire l'essentiel. En gros, il faut distinguer le bon grain de l'ivraie. L'ivraie, c'est l'EPS et le bon grain, c'est autre chose. C'est tout le reste, en fait. Voilà. Si je caricature un petit peu, mais à peine, c'est quand même la rhétorique. Vous le voyez, là aussi, dans ce type d'argumentation, tout à l'heure, vous avez eu à peu près un quart des élèves qui sont dispensés. Dans cet établissement de Besançon, puisque je crois qu'après, on a une présentation d'un collègue de Besançon, vous voyez, je suis vraiment œcuménique cet après-midi. Vous le voyez, là, dans cette classe de terminale, c'est pas 25%, c'est pas 50%, c'est près de 60% des élèves qui sont dispensés. Alors effectivement, c'est un lycée de jeunes filles, mais il reste que le sillon se creuse année après année. Donc ça, je disais, c'est la première raison. La deuxième raison, le deuxième argument qu'on retrouve assez régulièrement, c'est l'irresponsabilité, la condamnation de deux acteurs clés du monde scolaire, du monde éducatif, que sont d'un côté les médecins, qui sont ciblés en fait. Vous le voyez, c'est pas n'importe qui les accuse d'une forme de complicité.
c'est le doyen de la faculté de médecine, qui fait un rapport au milieu des années 60 à cet égard-là. Et également les parents qui sont pointés du doigt, dont les comportements sont considérés par certains inacceptables. Et qu'il faut évidemment essayer de faire évoluer. Et je vous dis, on a une réitération de ce type d'argument, archive après archive, année après année. Donc finalement, quelque chose qui est souvent présenté comme un délit, mais qui en réalité idéal et légal, est couvert finalement par deux catégories d'acteurs qu'on retrouve assez régulièrement. Le troisième argument qu'on retrouve aussi de manière assez transversale sur le temps long, c'est la question des contenus en fait. C'est-à-dire que l'homogénéisation des contenus à partir du début des années 50, notamment par l'intermédiaire de l'arrivée du sport comme norme commune de pratique en éducation physique, accélère le phénomène des dispenses en fait. C'est-à-dire que mécaniquement ça crée une forme de désengagement pour les élèves qui n'y sont pas forcément préparés en raison de leur positionnement social, puisque le sport on sait bien que c'est une activité de distinction sociale, en raison de leur genre, les filles et les garçons on a vu, et beaucoup de discours soulignent, témoignent que les filles en fait elles sont incapables de se confronter à une telle éducation physique, et certains vont même à considérer que peut-être qu'il faut faire un retour vers le futur quoi. C'est-à-dire en revenir à des groupes de niveau, à des groupes d'activités, des groupes de besoins, auxquels on proposerait des activités évidemment qui correspondent à ce que sont réellement les besoins, parce qu'on le voit à partir de là évidemment cette question de l'absentéisme, des dispenses. Alors parfois mais les mots sont utilisés comme des synonymes dans les archives. On a du mal parfois à distinguer vraiment ce qui est de la pure dispense par rapport à de l'absentéisme, mais il reste qu'on voit que c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Et tout ça, évidemment, crée de la souffrance, dont on parle peu aussi dans les travaux historiques, et c'est assez surprenant. Donc là, je vous ai retranscrit le témoignage d'un enseignant qui n'est pas du tout connu, Jean-Paul Nac. Je pense que si je fais un sondage, il n'y a personne qui lève la main pour dire qu'il le connaît. Enfin, moi, je ne le connaissais pas. C'est un prof de PS qui a été recruté au début des années 40. Il a environ 20 ans de carrière. Et donc, il envoie un document, une longue lettre qui fait 4-5 pages, notamment à l'occasion, vous savez, du travail préparatoire de l'essai de doctrine du sport au milieu des années 60. Et donc, en fait, il vide son sac. On a face à nous quelqu'un qui est en souffrance, en fait, mais qui nous dit plein de choses. Au cœur des années 60, il nous dit beaucoup de choses, je trouve. Il nous dit que forcément, c'est le symbole du dédain de la discipline EPS. C'est aussi le symbole d'un rapport de force très défavorable entre le corps et l'esprit. Et on voit bien que là aussi, une forme de suprématie intellectuelle qui demeure très, très active. Vous avez vu les dernières lignes de la citation qu'on a extraite, forcément, je trouve qu'elles font froid dans le dos. Au milieu des années 60, cet enseignant qui nous dit qu'il souffre, qu'il a mal, mais qui nous dit aussi la manière dont les corps sont mis en scène au niveau de l'école. Alors évidemment, tout ça va provoquer des réactions. Alors on a des rappels à l'ordre qui sont régulièrement rappelés, des mesures de restriction qui se mettent en place, notamment en essayant de remplacer le médecin de famille par le médecin scolaire. Il y a une hiérarchie même des certificats médicaux pour dispenser les élèves qui se mettent en place. On voit ce rapport du docteur Lecoq de l'Académie de Rennes, donc à la fin des années 60, qui appelle aussi à un certain nombre de mises en garde et de réactions qui doivent être d'envergure, mais manifestement les choses évoluent peu. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, tout à l'heure je vous ai dit que les supports pédagogiques, on ne les avait pas investigués. En vrai, je les ai parcourus, et notamment j'ai été frappé de constater que dans la revue EPS, les dispenses, c'est pas un sujet en fait. Il n'y a pas d'article sur les dispenses dans la revue EPS, au moins jusqu'au début des années 70. Vous savez, la fameuse enquête de la revue EPS que vous connaissez bien, je pense, je crois que c'est en 51 ou 52, qui liste les 12 sujets majeurs qui doivent être traités et que les enseignants demandent en fait à traiter.
eh ben, il y a l'évaluation, il y a les groupes de niveau, mais il n'y a pas la dispense en fait. Donc vous voyez, il y a aussi un décalage en termes de perception à cet égard. Donc je disais, certains médecins qui réagissent. Évidemment, l'institution aussi, par la voix de Maurice Herzog, qui envoie à la rentrée 1959 une lettre à l'ensemble des parents d'élèves de France et de Navarre, et qui les appelle à prendre leurs responsabilités, donc la complicité parentale, vous voyez que là l'institution s'y attaque, à prendre leurs responsabilités et en gros arrêter de déconner, quoi. Parents, il est indispensable que vos enfants suivent assidûment, etc. Ne favorisez pas leur paresse naturelle en faisant en sorte qu'ils soient dispensés. Donc on voit que finalement, très vite, Maurice Herzog a conscience des obstacles qui se présentent. Et pour terminer sur ce que je voulais vous dire, évidemment, à partir du début des années 60, on a quelques options. Alors les JO de 1959, je passe assez vite parce que vous les connaissez par cœur, probablement beaucoup mieux que moi. Il y a également une volonté de lutter contre toutes les formes de détournement possibles et inimaginables. Vous voyez, moi j'ai découvert, et pourtant ça fait quelques années que je travaille un tout petit peu sur l'éducation physique, l'existence de cette circulaire du 15 mai 1951 qui autorisait les licenciés de l'OSU à ne pas se présenter à la demi-journée de plein air. Donc vous voyez, des gens qui sont engagés dans le monde du sport, qui font des compétitions, qui s'entraînent, et en même temps, l'institution scolaire les autorisait à ne pas se présenter pour une bonne partie de l'enseignement de l'éducation physique, sur 3 heures par rapport aux 5 heures. Donc tentative d'abrogation qui manifestement patine. Également, la dimension considérer le fait qu'une dispense, c'est pour une journée, c'est pas pour une semaine, c'est pas pour un cycle, c'est pas pour une année, comme c'était le cas dans les années 50, mais c'est pareil, on publie des circulaires, mais on a beaucoup de difficultés à les appliquer. Des chiffres aussi qui sont contradictoires, mais vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu vous souligner ce chiffre-là. En 1976, on nous annonce que 95%, presque 95% des élèves suivent les cours de PS, mais en même temps vous avez vu les chiffres de tout à l'heure du baccalauréat où vous aviez encore 16 ou 17% des élèves qui ne s'y présentaient pas. Bref, voilà, un tableau qui est contrasté, qui est pluriel, qui repose sur plusieurs paradoxes, mais qui montre que, encore une fois, à partir des années 60, c'est vraiment un sujet, un problème qui est traité par les autorités. Merci. Bon, je vais prendre vos questions parce que ça fait 20 minutes. Non, je plaisante. Vous excuserez la petite toux qui peut être la mienne, j'ai pas réussi à me faire dispenser. Donc, l'enquête en cours permet d'observer un certain nombre de choses, à savoir que à partir des années 80, on a l'intégration au ministère de l'Éducation nationale et ça va changer pas mal de choses, mine de rien, parce que le rapport au sport évolue en même temps que sa pratique et son éventuelle dispense. Alors, à tel point qu'en 1988, Yacine a beaucoup travaillé dessus dans sa thèse, donc je vous invite à lire ses travaux. En 88, il y a l'obligation de mettre en place le certificat d'inaptitude en lieu et place du certificat médical. Alors c'est intéressant, mais assez inefficace à l'arrivée, parce que cette inaptitude a pour vocation de faire de l'EPS quelque chose qu'elle est depuis les années 45, une activité inclusive. Dès le début, l'EPS a ceci d'avance, 60 ans d'avance sur le reste de l'enseignement, c'est qu'elle doit être inclusive. 80 ans même, devrais-je dire. Donc, cette pratique est pourtant celle qui est la plus discutée et la moins pratiquée, puisqu'on peut très facilement s'en faire exclure. Alors, pour quelle raison ? Pas mal. D'abord parce que le corps est une problématique. Quand vous allez exercer ce merveilleux métier d'enseignant EPS, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez assez peu de prise et d'autres sur lesquelles vous pouvez agir. Et moi, quand j'ai lancé cette étude-là, c'est pour une raison très simple. J'étais encore enseignant d'EPS, j'allais être recruté à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Mais j'ai reçu un certificat médical qui m'a fait réagir. J'avais 2 modes de réaction possibles. Soit râler, c'est peu efficace en termes productifs, soit lancer l'étude. J'ai lancé l'étude. Ce certificat demandait pour un cours de natation, est-ce qu'une jeune fille soit dispensée d'EPS ?
parce qu'elle avait peur de l'eau et qu'elle ne savait pas nager. Donc moi, en tant qu'humain, j'ai peur du vide et je ne sais pas voler. C'est corrélé. Mais en tant qu'enseignant de PS, on peut toujours se dire que apprendre à nager à quelqu'un et lui faire vaincre cette peur de l'eau, c'est quelque chose qui est faisable. Et par ailleurs, c'est compliqué d'avoir un certificat d'inaptitude produit par un médecin qui explique que la raison médicale, c'est la peur de l'eau et l'absence de technique. Donc, à partir de ce moment-là, il y a vraiment un sujet, et ce sujet, j'ai pu l'observer en allant questionner les professionnels, d'autres professionnels que moi, parce qu'il fallait mettre à distance cette éventuelle subjectivité qui pouvait être la mienne. Et là, au travers de la première enquête, j'ai eu énormément d'informations. Donc évidemment, une enquête de cette envergure-là, elle passe par le comité d'éthique et de recherche de l'Université catholique de l'Ouest, parce qu'il faut s'assurer qu'on puisse faire les choses en bonne et due forme. Les certificats médicaux que j'ai pu recevoir sont tous anonymisés, les commentaires sont tous anonymisés, et du coup, effectivement, on peut voir des choses assez surprenantes de commentaires de nos très chers collègues, que vous pouvez découvrir ici. Alors évidemment, il y a des problématiques qui sont des problématiques médicales. Je vais penser à quelque chose de très genré tout de suite, comme les règles. Les règles, il peut y avoir une endométriose qui là est un vrai problème médical qu'il faut prendre en ligne de compte. Les règles, c'est un autre souci. C'est pas un souci d'ailleurs, c'est très mal dit de ma part, mais c'est une chose avec laquelle normalement on doit pouvoir agir. Or moi, j'ai eu ces problématiques là aussi, j'ai essayé d'y contrevenir, mais c'est très très compliqué en tant qu'homme de pouvoir faire valoir le fait que ce n'est pas grave et c'est naturel et tout va bien. Les regards professionnels sont issus de questionnaires remplis donc et échantillonnés en fonction des contenus du moins des structures de l'enseignement national, de l'éducation nationale, à savoir les pratiquants, les enseignants d'EPS qui sont des enseignants hommes, femmes et répartis en public-privé. Donc l'échantillon s'est fait sur cette base-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les dispenses sont considérées pour la majorité, oui 2 minutes, je fais de mon mieux, je vous jure, sont donc majoritairement des personnes, sont considérées comme non-genrées, puis considérées comme plutôt féminines. Donc ça pose la question, ça mérite de creuser. Parfois les enseignants pensent que seul le mot des parents suffit. Et parfois, c'est le règlement intérieur qui plombe les possibilités d'action des enseignants et de l'équipe pédagogique. Et la contrainte du certificat médical est quelque chose qui mérite d'être discuté largement. Alors, on vous a mis quelques éléments, là, on vous a mis un petit encart. Alors, sachez qu'il y a 1 an, il y a eu une discussion sur le forum Reddit, que certains d'entre vous connaissent certainement, sur les problématiques liées au traumatisme de l'EPS. Et on peut voir qu'il est avéré que des certificats médicaux bidons sont réclamés par certaines personnes. Alors ça va mériter l'enquête, parce que du coup, les techniques sociologiques, qui sont l'enquête par réseaux sociaux notamment, permettent d'avoir des éléments en histoire, puisque les personnes qui répondent à ces questions-là sont des personnes qui étaient enseignées il y a 10, 20, 30 ans. Donc des personnes qui sont celles qui nous intéressent d'un point de vue historique. Donc, on constate qu'il y a une permanence des réflexions posées par Boltanski et d'autres, que les problématiques liées aux inégalités scolaires sont maintenues, qu'il va falloir questionner ces pratiques médicales, les stratégies familiales qui sont organisées parfois, qui sont avérées possiblement, et du coup, poser le regard sur ces invisibles dans l'invisibilité que sont les dispensés parmi les élèves de l'EPS. Donc voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, nous sommes tout oui.